Merci déjà d'être présent aujourd'hui pour ce webinaire. Moi, je vais vous parler de comment on embarque ses utilisateurs quand on change d'outil. Et pour vous expliquer le titre que j'ai choisi, c'était mieux avant. Je vais, me présenter brièvement. Donc, Jessica Lemaire, j'ai 5 ans d'expérience. J'ai d'abord commencé en tant que responsable conduite du changement. Et vous me verrez, je vais parler de change ou du conduite du changement. Bon, c'est pareil, je vais dire la même chose. Et maintenant, actuellement, depuis plusieurs années, donc je suis plutôt product owner, product manager. Et donc j'ai toujours travaillé sur des outils qu'on dit en B2B. Et en fait, le c'était mieux avant, c'est un verbatim que j'entends souvent parce qu'en contexte B2B, l'utilisateur ne choisit pas l'outil de travail, ça lui est imposé. Et en fait, on peut comprendre facilement que il y a forcément un peu de peur de changer d'outil parce que ce qu'on maîtrisait, on ne maîtrise plus, avec un sentiment de perte de connaissance. Donc, quand on change d'outil, en B2B en tout cas, c'est important de mener ce qu'on appelle une conduite du changement. Et en quoi ça doit intéresser le PO, en fait, cette conduite du changement? Il y a plusieurs raisons à cela, en fait. Une première raison, c'est que le produit, on le fait bien pour quelqu'un, et si c'est pas pour ses utilisateurs, je vois pas pourquoi on le fait. Mener une conduite du changement permet de faire accepter son outil et d'éviter un rejet. L'utilisateur ne peut ne pas l'utiliser, ou alors vraiment un mauvais escient, ou vraiment être un frein. Le PO, il doit également s'intéresser à cette conduite du changement parce que ça conditionne la façon dont il va concevoir son produit. Ça veut dire qu'il va vraiment partager tout ce qui est conception du produit, le moment où on va sensibiliser jusqu'au déploiement. Donc voilà, c'est vraiment on conditionne la façon dont va se passer la conception. Et enfin, et ça vous l'avez peut-être connu, c'est le fait de sortir un produit dans la douleur. C'est agréable pour personne en fait, ni pour l'utilisateur qui se voit imposer un produit qu'il n'a pas choisi et il n'a jamais été concerté, mais c'est pas satisfaisant non plus pour l'équipe produit où on voit que ce qu'il a fait, ça va pas servir ou alors vraiment dans la contrainte. Donc vraiment, la stratégie de conduite du changement, c'est une part importante dans les skills du product owner. Alors, pour vous expliquer comment j'ai mené avec l'équipe à l'époque la conduite du changement, je vais vous parler d'un REX sur 2 outils. Donc, les 2 outils, c'était dans une mission de lutte contre la fraude pour la SNCF et plus particulièrement pour Transilien. La mission numéro 1 consistait à changer l'outil des contrôleurs SNCF. Vous l'avez sûrement vu cet outil, on est passé d'un outil assez gros où à l'intérieur c'était un mini ordinateur à un outil qui ressemble à un smartphone et avec une technologie Android. Donc moi, je me suis focalisée. Enfin, moi, j'avais le périmètre Transilien, mais c'était un projet national de renouvellement d'outils. On allait remplacer un outil qui avait 10 ans d'usage. Donc, on part vraiment sur un gros héritage. Et la conduite du changement, elle devra se faire par rapport à cet héritage. Sur la deuxième mission, donc menée en parallèle et avec une autre équipe, là, c'est différent. On partait d'une population d'agents de vente qui voyaient leur métier évoluer vers du contrôle. Donc, ils devaient faire les deux. Là, on part de zéro. C'est un nouveau métier. Et en gros, on leur propose un nouvel outil, donc plus précisément une application Android qui était sur leur smartphone professionnel. Donc, je vais vraiment mettre en perspective ces conduites du changement à la fois sur un outil avec un fort héritage et un outil où vraiment on part de zéro. Donc, la conduite du changement, on l'a faite pour un objectif très simple. Dans la mission numéro 1, c'était d'assurer une bascule réussie. C'est que le jour où on allait leur mettre dans la main cet outil, qu'ils puissent l'accepter tout de suite et mener leur mission quotidienne comme d'habitude. Donc, aller dans les Transiliens et faire leur opération de contrôle. Dans le cas numéro 2, c'était dans un cadre d'un POC. Et du coup, l'objectif, c'était valider ce POC, faire accepter l'outil pour accompagner le changement de métier avec cette nouvelle application. Donc, comment je fais pour conduire ce changement? Très simplement, on a une timeline assez simple et qu'on va dérouler en étapes. Je prépare le changement. C'est vraiment une timeline beaucoup plus longue parce que c'est la phase préparatoire. Il y a la phase de changement et de pérennisation. Quand je parle de pérenniser, je considère que c'est la partie déploiement et montée en puissance de l'utilisation de l'outil. Donc, dans cette timeline, comme je vous l'ai dit, je le découpe en tâches. Donc,
il n'y a pas besoin de trop s'attacher. On va revoir ce tableau, enfin ce planning sur les différentes étapes de ma présentation. Pour l'instant, dans la préparation du changement, je vais me focaliser sur j'analyse et je construis ma stratégie de conduite du changement. Pour l'analyser, en fait, on s'est servi d'un schéma qu'on retrouve assez souvent quand on conduit le changement. C'est ce schéma où on voit que plus on va vers la droite, et plus l'utilisateur il est pour ou contre en fait cet outil ou ce nouveau projet. Plus on monte en fait et plus il y a une synergie, plus l'utilisateur il est motivé et il va impulser le changement, il va prendre des initiatives avec vous. Donc moi ce que je vais faire avec l'équipe, c'est qu'on va aller sur le terrain et voir où se trouvent nos utilisateurs. Donc on a tout un groupe de passifs et d'hésitants, les grognons qui disent c'était mieux avant. On peut également avoir les irréductibles, les opposants. Donc là, ça va être très dur de les aligner sur le projet. Et enfin, on a tout ce qui est des utilisateurs engagés, constructifs ou alignés qui vont vraiment porter l'outil. Et ça va être plus simple après pour l'équipe de déployer. Donc, pour vraiment voir où sont les utilisateurs, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre la température sur le terrain. Toute l'équipe a joué le jeu, on est tous allés dans les Transiliens, on a suivi les agents dans leurs opérations de contrôle. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans le cas de la première mission de renouvellement, on a vu une énorme méfiance avec les verbatims suivants. Vous nous demandez notre avis, mais il ne sera pas pris en compte. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont connu des projets où en fait on leur avait demandé leur avis avant, au début, et en fait 2 ans plus tard on leur dit voilà, ce que vous vouliez. En fait, voilà, du coup, comme ça s'est passé comme ça, et ils ont peur que ça se repasse de cette même façon. Sur le papier, ça a l'air bien, mais j'attends de voir sur le terrain. Donc voilà, pareil, il y a cette méfiance. Et nous, on a l'objectif de transformer cette méfiance en confiance. Dans le cadre de la deuxième mission, donc c'était un nouveau métier, donc des nouveaux usages et un nouvel outil. Là, on a vu une forte appréhension. En fait, ils ne savent pas ce que ça va donner. Donc on verra bien ce que ça donne. J'appréhende les nouveaux gestes. Et en fait, ils ne savent pas vraiment comment sera le nouveau métier et l'utilisation de l'outil qu'on va proposer. Donc après avoir pris la température sur le terrain, je reviens à ma stratégie et là, je regarde où se situent mes utilisateurs. Pour les agents de contrôle qui avaient 10 ans d'usage sur l'outil, bien sûr, il y a ce milieu de passifs hésitants, mais ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des irréductibles qui ont plusieurs raisons d'avoir peur et de se méfier. Et il y a aussi des alignés où en fait, l'outil qu'ils utilisent, il marche pas bien. Tous les jours, ils ont peur que ça plante, que ça reboot, de devoir le rebooter. Et du coup, ils veulent avoir un nouvel outil. Ils sont vraiment partants. Sur le second projet où on part vraiment de zéro, là, j'ai pas de partant ou pas partant en fait. C'est qu'ils savent pas ce qui va venir. Donc, ils sont là plutôt, on va voir. On attend de voir ce qui va se passer. Et c'est dans ce sens-là qu'on conduit sa stratégie change. On veut faire en sorte que ces utilisateurs aillent plutôt dans la partie supérieure ils sont motivés et ils nous accompagnent. Donc, si je reprends mon schéma, là, j'ai fait tout ce qui était analyse du changement. Et ensemble, avec l'équipe, on a défini la stratégie de changement. Maintenant, il faut qu'on aille sur plus de la communication et de l'information. Ce qui est important, vraiment, c'est de parler le même langage. Le projet, on l'a fait c'était il y a 3 ans. L'agilité, ça commençait à arriver. Là, les utilisateurs, ils avaient l'habitude des projets en cycle en V. On leur demande au début, on leur donne à la fin. Là, ce qu'on leur a dit, c'est non, nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est un produit agile. On va vous délivrer construire avec vous des features peu à peu. On va faire plein d'erreurs, ça c'est sûr, mais on va le faire le plus tôt possible parce que vous avez testé en continu. Et on compte sur vous, en fait, pour nous dire où ça ne marche pas, pour corriger. Et enfin, on va leur dire, on ne pourra pas tout faire tout de suite, mais on s'engage à prendre 80% des features importantes et les 20%, peut-être qu'il faudra les faire plus tard ou pas du tout. Ça se trouve, on peut un peu alléger l'outil en faisant des features plus allégées, en se débarrassant un peu d'un héritage avec 10 ans d'accumulation. Pour autant, même si on partage une vision commune et voilà, pour avoir un même langage, il faut toujours et continuellement, dans sa conduite du changement, ménager en fait les attentes des utilisateurs.
Pour l'outil de renouvellement, en fait, on part d'un existant. On a 10 ans d'héritage. Quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez, en gros, il fait on veut un outil neuf. Mais en fait, vous voyez le backlog qu'il y avait avant, et on veut le même. On veut que ça soit ISO. Donc là, en les faisant participer, on arrive à leur dire non, il faudra qu'on fasse petit à petit par feature. Donc ménager vraiment leur attente. Quand on part de zéro, là, on va dire que c'est un peu plus simple parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent puisqu'ils sont en attente. C'est un nouveau métier. Donc, on commence par quoi? Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré forcément du backlog des contrôleurs parce que c'est quand même un outil, une application de contrôle qu'on allait proposer aux agents de vente. Et comme on n'a pas d'héritage lourd, on peut partir vraiment sur les fonctionnalités de base avec pour objectif de valider le POC et du coup de sortir des fonctionnalités le plus vite possible. La participation, elle est également hyper importante dans le sens où j'ai jamais été contrôleuse, mes collègues non plus, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Même si on va sur le terrain, en fait, on n'y va que quelques heures, mais il y a plein de règles métiers qu'on va oublier. Et on s'est vraiment pris la tête, et cette petite image l'illustre, c'est que nombre de fois, on a fait répéter les agents pour comprendre leurs règles et pas passer à côté dans la conception de l'outil. Donc, la participation, elle était juste obligatoire. Sinon, on pouvait passer à côté et l'outil passait à côté du besoin. Dans le cadre de la seconde mission, on était sur un POC. Donc, on a bien sûr construit le POC avec les utilisateurs en partageant des objectifs communs. On leur disait, vous allez nous aider à valider ce POC. Est-ce que l'application qu'on va mettre en place va vous permettre d'endosser vos nouvelles missions de contrôle? Et deux, en fait, si ça réussit avec vous, si on crée de l'adhésion, en fait, on arrivera à créer de l'adhésion chez les autres futurs contrôleurs et et déployer l'outil en masse. Au moment de l'accompagnement, on leur a demandé comment on fait pour que vous soyez vraiment en confiance lors du déploiement. Ils nous ont demandé d'être là pendant le premier jour et sur plusieurs jours, en fait. Et on les a écoutés, parce qu'on construit avec eux la stratégie du changement. On les a écoutés et on a passé plusieurs jours avec eux, plusieurs heures, même dans les gares, pour être là en cas de bug ou s'il y a une question. Et aussi, on pensait à l'évolution du backlog en même temps. Et ce qui est super intéressant, c'est que peut-être qu'on en faisait trop, on était trop sur le terrain parce qu'il faut leur faire confiance. Au début, ils ont besoin de vous pour être rassurés. En fait, très vite, ils ont capté le truc. L'application, si elle est bien faite, elle est simple d'utilisation. Et en fait, à la fin, peut-être qu'on en faisait trop. On était un peu trop sur le terrain et en fait, c'était lancé. Mais bon, c'était assez positif tout de même. Les utilisateurs ont également participé au choix des pilotes. Alors bien sûr, pour être sûr de le valider, dans les meilleures conditions possibles, on va quand même choisir des utilisateurs motivés. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les prérequis essentiels. Je vais vous donner un exemple. Donc, on a choisi une gare parce que les agents étaient super motivés pour l'utiliser, la tester, cette application. On leur a dit, écoutez, il faut absolument le Wi-Fi pour qu'elle marche. Est-ce que vous pouvez la tester pour être sûr qu'on valide le POC chez vous? Et en fait, le jour du pilote, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez bien communiqué. On aurait dû leur dire, vous devez le tester, mais là où vous allez contrôler. Parce qu'en gros, ils ont testé le Wi-Fi dans leur salle de contrôle, mais pas dans le tunnel où en fait on ne captait pas le Wi-Fi. Donc, au moment d'inclure les agents, vraiment, il faut avoir une communication super fluide et précise. Et au niveau de la communication, si vous avez bien fait participer les agents, c'est les meilleurs vendeurs, les meilleurs VRP pour votre application. Parce que ils se parlent beaucoup entre eux, il y a du bouche à oreille. Si ça leur plaît, en fait, ils vont prendre des photos, se mettre en avant, faire des challenges. Et aussi, le côté un peu plus positif, c'est que s'il y a des échecs ou des choses qui se passent mal, surtout ne pas les minimiser. Parce qu'en gros, ils se parlent beaucoup entre eux. Donc, c'est juste dire, oui, en fait, ça n'a pas fonctionné, on a un peu... mais on va mettre des solutions en face et voilà, on sait qu'on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, d'où l'importance de vraiment faire participer les utilisateurs parce que c'est eux qui vont pouvoir pousser la réussite du POC et pousser un masse. Donc si je reprends toute ma stratégie de change, j'ai informé, j'ai communiqué sur le changement et j'ai fait participer les utilisateurs dans la phase de conception. Maintenant, j'arrive de plus en plus sur la phase de déploiement et d'utilisation, de montée en puissance d'utilisation de l'outil.
Donc, c'est là où je vais faire participer mes utilisateurs et les accompagner. L'objectif de l'équipe produit, c'était de faire un déploiement en grand soir, grand matin. C'est-à-dire que J-1, bah, en fait, ils disaient adieu à leur outil après 10 ans de service. Le lendemain, ce qu'on voulait, c'est qu'ils utilisent l'application, enfin leur outil, comme s'ils n'avaient pas changé d'outil. Que ça soit tellement évident qu'ils peuvent voilà, faire leur travail comme d'habitude. Mais pour arriver à ce résultat, en fait, il y a un gros travail préparatoire. Ce qu'on aurait pu faire, c'est, bah, voilà, il y a l'équipe produit, on balance des coms, on balance des mails et on fait des formations. Et voilà, les jours J, bah, ils ont assez d'informations pour maîtriser l'outil. Mais en fait, on avait construit bah, un vrai partage avec les utilisateurs et on s'est rendu compte qu'on pouvait se servir de ces utilisateurs qui étaient alignés, constructifs et motivés. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on a compté sur des relais. On a compté sur des agents, pas seulement des utilisateurs, en sens, bah, on utilise le produit, mais aussi toute la ligne managériale à toutes les échelles pour que chacun puisse parler à ses pairs, à ses collègues. En fait, du coup, on parlait directement à ces relais, on les appelait les ambassadeurs, et après, ils parlaient avec les bons mots, avec le bon accompagnement selon la personne qu'ils avaient en face, de façon personnalisée. Ils pouvaient leur dire, avec leur outil de test, bah voilà comment ça se passe, et vraiment sensibiliser plus que former de façon très carrée. Donc voilà, on a compté plus sur de l'informel et sur la motivation des utilisateurs. Donc c'était quelque chose qui avait très très bien marché et on était vraiment content de ce résultat. Et je voulais partager avec vous d'autres enseignements qui ont plutôt bien marché. On voulait vraiment avoir une transparence tout le long du projet et on avait décidé de se faire des rencontres mensuelles. Ce qui a bien marché, c'est que donc les agents ils sont répartis sur toute l'île de France et en fait ils se retrouvent dans les gares. Plutôt que leur dire bah venez tous les mois dans nos salles de réunion au siège, bah nous on va venir tous les mois dans une gare différente bah parce que des fois ils viennent de très loin, bah pour vous faire gagner du temps mais aussi bah voilà être avec vous dans vos conditions de travail, dans votre quotidien. Ça a été vraiment bien reçu pour le coup. Et on voulait les faire participer en faisant bah, tester des maquettes, tester des fonctionnalités, tester bah, juste l'outil en lui-même ou répondre à des questions de métier importantes. Et même s'il y avait un décalage du planning, leur dire bah voilà ça décale, pourquoi, voilà vraiment que ça soit transparent. On a également eu la chance vraiment d'avoir une expertise inclue au projet. Quand je dis expertise, c'est que c'était des agents qui étaient détachés du terrain tout le long du projet pour travailler avec nous. Et ça, il y avait vraiment une chance parce qu'on ne peut pas tous le permettre. Et on avait quand même une connaissance métier au quotidien, en plus du retour des agents. Et en plus, les agents étaient même eux-mêmes rassurés parce que c'est quelqu'un qui vient de chez eux. Peut-être qu'ils la connaissent, cette personne. Et si cette personne leur dit, bah voilà, moi j'y crois, ils y arrivent plus à y croire. Voilà. Et enfin, troisième axe qui a beaucoup marché, et c'est en parlant avec les agents qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire comme ça. On leur a dit bah, comment on peut compter sur vous, relais. Est-ce qu'on vous envoie des mails? Alors là, c'est levée de bouclier. Non. On reçoit 3 milliards de mails par jour. On est 8 heures par jour dans les trains. Non, c'est pas possible. Donc, on leur a demandé comment ils communiquent entre eux. Et là, ils nous ont dit WhatsApp. Donc là, c'était génial parce qu'on avait une communication directe. Il y avait une vraie réactivité et puis bon, on pouvait envoyer des photos, des vidéos sur un besoin, sur quelque chose qu'on avait pu oublier. Donc vraiment, c'était une meilleure proximité. Alors par contre, la conduite du changement, c'est pas une science exacte. Donc sur tous les axes qu'on a pu mettre en place, il faut souvent réajuster. C'est un long projet, donc ne pas hésiter à se dire, bah en fait là, ça ne marche pas, donc on va un peu changer de format. Pour les rencontres mensuelles, on s'est rendu compte que la communication pouvait des fois être trop top-to-down, parce que des fois, bah, on n'a pas de feature à leur présenter, on n'a plus de maquette à faire tester. Là, ce qu'on aurait pu faire, c'est peut-être éloigner en fait ces communications au lieu de trop en faire. S'il n'y a pas d'objectif, bah, autant se dire on se voit dans 2 mois en fait. Le fait d'avoir une expertise, c'était vraiment une chance au sein du projet, mais on s'est également rendu compte que bah, des fois l'agent lui-même, ancien agent, enfin, il avait utilisé l'outil pendant 10 ans et que lui-même en fait avait des freins. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait déjà déverrouiller en interne ces freins pour que ces personnes-là soient convaincues de ce qu'on fait pour en parler. Si elle n'est pas convaincue, elle n'ira jamais dire aux autres agents bah, faites-nous confiance, voilà où on va aller.
Donc, la conduite du changement, elle peut se faire vraiment à plusieurs niveaux. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et au moment avec la communication sur WhatsApp, ça a très bien marché au début. Et après, on s'est rendu compte que ça a trop bien marché. Et au moment où, en fait, les agents avaient des premières fonctionnalités à tester, en fait, on s'est rendu compte que le WhatsApp était en train de devenir un outil de support. Et là, on a dû dire, en fait, stop. Pour ces demandes-là, oui, on continue avec le WhatsApp. Mais pour celle-ci, c'est absolument important de partir avec un outil de support, de ticketing. Sinon, on va jamais s'en sortir et ça va créer de l'insatisfaction. Donc là aussi, on a dû un peu rééquilibrer cette initiative. Donc voilà, on s'est appuyé, excusez-moi, sur les agents pour préparer le déploiement. Imaginons, voilà, le déploiement s'est passé. Comment on mesure les objectifs de réussite une fois le déploiement passé. Donc, on a eu de la chance de toujours avoir les utilisateurs sous la main et on a pu déjà voir qu'on avait des verbatim, du qualitatif de la part des agents. Ce qu'on a pu entendre, c'était une aventure humaine. Et là, c'est génial parce qu'au-delà du produit, en fait, il y a une vraie ADN humaine qui en ressort. Et ça, je pense que c'est valorisant pour tout le monde, en fait. Je ne reviendrai pas en arrière. Là, c'est parfait parce que du c'était mieux avant, on change complètement de mindset et ça, c'est assez positif. On peut se dire qu'on a participé. En fait, c'était le but de notre stratégie. Donc voilà, c'est aussi c'est super valorisant de voir que c'était aussi un ressenti de la part des agents. Donc en plus du qualitatif, c'est aussi pas mal de se baser sur du quantitatif. Donc là, on est vraiment dans un projet de lutte contre la fraude. Et donc, il y a vraiment des KPI qui sont derrière. Et en fait, ces KPI, ils permettent d'autant plus d'accepter un nouveau produit qui marche bien. En fait, les agents sont objectivés, c'est normal. Donc, ils ont besoin aussi d'avoir du concret. Donc, grâce à cet outil, ils ont pu voir une hausse du nombre de voyageurs contrôlés parce qu'ils fonctionnaient bien, parce que ils buguaient moins. Et du coup, voilà, ils acceptent d'autant plus un produit qui fonctionne bien, quoi. Ils passaient également moins de temps à faire des PV ou des verbalisations. Et c'est moins de temps passé devant un contrevenant qui potentiellement peut monter en pression. Il peut y avoir des accidents de travail parce que il y a une sécurité là qui n'a pas été maintenue en fait. Donc ça a été extrêmement apprécié parce l'outil construit avec eux a permis de passer moins de temps en fait sur les points touchy de l'utilisation de l'outil. Enfin, et là c'est assez important pour l'entreprise en elle-même, c'est que SNCF Transilien, il y a énormément de fraude et ils perdent beaucoup de chiffre d'affaires à cause de la fraude. Donc, la hausse du chiffre d'affaires liée à l'outil, ça a été extrêmement important pour faire accepter aussi ce renouvellement. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais dans un premier temps, tester la température sur le terrain, on voyait qu'il y avait une méfiance et une appréhension. Donc, la méfiance pour le renouvellement et appréhension pour le nouvel outil. En fait, on s'est aperçu, après un petit Rex entre nous, qu'en fait, de la méfiance, on arrivait à une attente de l'arrivée du nouvel outil. C'est-à-dire que 6 mois avant le déploiement, ils avaient assez de communication, d'informations pour dire, en fait, j'ai envie d'utiliser et ça arrive quand, en fait. Et dans le deuxième cas, en fait, avec l'époque qui était réussie grâce à la participation des agents, en fait, il y avait eu un intérêt, une adhésion au nouvel outil et qui accompagnait en fait la transformation du métier. Donc plutôt positif. Donc là, je vous ai montré, c'est normal de mettre en avant ce qui a réussi sur son projet. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas une science exacte et on a quand même aussi beaucoup appris de ce projet. Alors, à vouloir beaucoup communiquer, être transparent, on s'est rendu compte que parfois, on sursollicitait à la fois les utilisateurs, mais aussi les relais, qu'on a pu causer un ras-le-bol parce que ils recevaient trop de mails, peut-être trop de WhatsApp, ou qu'on en parlait trop. Il faut savoir que pour nous, c'était notre projet, notre quotidien. Et alors que eux, c'est un projet parmi d'autres, et leur vrai quotidien, c'est je contrôle et j'ai des objectifs, et en fait, j'ai pas que ça à faire, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a remarqué peut-être un peu après coup, un peu tard, c'est que voilà, il faut pas les perdre à trop solliciter. On a également remarqué
que des fois, on se transformait un peu en VRP du produit. C'est que comme on l'avait construit avec les utilisateurs, on était content de le faire avec eux et on se disait, bon, bah, normalement, on devrait répondre aux besoins. Et peut-être qu'on le vendait beaucoup trop. Au lieu de juste sensibiliser, on en faisait trop. Genre, c'est l'outil révolutionnaire. Et en fait, il faut garder à l'esprit que non, il n'est pas parfait et qu'il faut continuer d'écouter le retour des utilisateurs et pas avoir d'œillères. Et enfin, alors là, c'est plutôt personnellement, peut-être pour le reste de l'équipe, ils ont pu avoir ce même constat, enfin, impression, c'est que vous vous souvenez, dans le tableau, il y avait les irréductibles, en fait, ceux qui sont pas convaincus et qui sont contre le projet. Et en fait, il faut pas rester coincé sur ces individus-là, enfin ces utilisateurs-là, c'est que ils ont 1000 raisons en fait d'être contre et on pourra jamais leur reprocher. Et même si on a les bonnes raisons pour leur dire qu'on va améliorer leur quotidien, et ils ont leur schéma et on a notre schéma et c'est normal en fait. Et il faut l'accepter et du coup plus se référer ou solliciter les agents qui sont alignés et qui vont plus porter le projet. Et c'est pas grave, il faut pas le prendre personnellement. C'est comme ça, c'est les risques. Et du coup, là, je vais vous reprendre en fait ce schéma de conduite du changement où j'ai vraiment fait un check sur toutes mes étapes avec vraiment des astuces un peu différentes. Il ne faut pas oublier que derrière toutes ces étapes de conduite du changement, on a derrière toutes les étapes en fait de la vie du produit. Et en fait, le PO, il a un peu un rôle central parce que il parle à tout le monde. Il parle aussi bien aux développeurs, aux testeurs, à tous les stakeholders, mais également, il est normalement assez souvent sur le terrain. Et en fait, pourquoi c'est un skill qu'il doit avoir, c'est que il a cette chance, en tout cas en B2B, d'avoir accès à ses utilisateurs et d'avoir un rôle central et d'insuffler en fait cette conduite du changement. Trop souvent, peut-être que les PO ne vont pas assez voir les utilisateurs. Et enfin, et je vais conclure sur ça, c'est le change dans le B2B, ça peut être beaucoup de charge de travail parce que on est obligé de faire cette conduite du changement parce qu'on ne peut pas donner un outil comme ça du jour au lendemain à un utilisateur qui va l'utiliser tous les jours. Non, il faut le faire accepter. Donc, on a vraiment une surcharge, en tout cas, sur les chantiers de conduite du changement. Et aussi, ce qui peut créer du stress et une charge aussi de travail, c'est tout ce qui est relationnel et humain. En fait, on a des vrais humains devant nous. Et en plus, comme on les voit souvent, ils peuvent nous dire, là, ton produit, ça va vraiment pas, t'es passé à côté. Mais il faut voir ça comme une chance, au contraire. Parce que ce que je considère, en tout cas, c'est que dans le B2B, on a la chance d'avoir accès aux utilisateurs. Quand je disais tout à l'heure, il y a 1200 agents, je peux savoir exactement qui c'est et puis aller souvent les voir et avoir ces relais. On a également, en fait, et là, c'est pour un PO, c'est une mine d'or, en fait, c'est d'avoir des feedbacks à la demande. C'est par le WhatsApp, mais par nos relais. C'est vraiment une chance et je pense que pas mal de PO se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas en fait à avoir les feedbacks des utilisateurs et quand ils ont une idée ou quand ils veulent prouver la valeur, c'est ce qui leur manque. Et enfin, et je voulais finir vraiment sur ça, c'est la gratification. En fait, c'est vraiment la stratégie de conduite du changement, c'est donnant-donnant. L'utilisateur, il est sûr qu'il a son mot à dire et qu'on va répondre à son besoin. Enfin, normalement, en tout cas, il a participé pour. Et toute l'équipe produit, l'équipe projet, son objectif, c'est quand même que son outil soit utilisé, il soit accepté. Et donc, quand l'utilisateur lui dit là c'est bien, je suis content de mon outil, c'est hyper gratifiant parce qu'on le voit en direct et que potentiellement on peut améliorer normalement sa vie quotidienne en fait. Et voilà. Et en tout cas, c'est cette gratification qui moi en tout cas me fait aimer le métier de product owner et qui me fait apprécier ce partage avec les utilisateurs. Donc voilà, j'ai fini cette présentation. On va faire peut-être durer encore le plaisir. Avec Marcel pour répondre aux questions. Qui est peut-être parti et je l'ai peut-être ennuyé, Marcel. Non, je suis là. Bien sûr. Merci Jessica pour la présentation. Donc je vois qu'il y a pas mal de questions. Il y a Rémi qui posait la question: pourquoi le terminal de contrôle devait-il changer?
être changé à l'origine en fait? Est-ce que c'était obsolescence hardware? Est-ce que c'était du software? En fait, quelle était la raison? En fait, c'est tout ça. Peut-être que vous l'avez vu, en fait, cet outil, bon, c'était il y a 3 ans, c'était un gros outil. Donc, déjà, le hardware, il était vieillissant, il pouvait avoir des problèmes d'antenne, parce qu'en fait, il faut lire les cartes Navigo rapidement. Et il y a aussi le software, comme je l'ai pu le dire tout à l'heure, c'est que il plantait très souvent. Et en fait, un contrôleur, il est dans une opération de contrôle, il y a plein d'aspects sécurité. Il peut pas perdre son temps ou que l'outil il crache pendant une verbalisation. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il attend devant la personne que le ticket il sorte. Enfin, c'est super compliqué. Et en fait, il y avait c'était juste, enfin, ça fait 10 ans d'utilisation, c'était un outil qui était vieillissant. En plus de ça, comme c'était un mini PC, en gros, c'est que on faisait pas évoluer l'application, tout simplement. Euh, alors qu'avec une application Android, eh ben, on respecte les standards du marché, on peut simplifier l'outil et on sait qu'on peut délivrer des features plus simplement, plus rapidement. Et c'est pour ça qu'en fait, il était quand même attendu, cet outil, c'est que bah, normalement, il allait coûter moins cher en termes de run, mais aussi bah, moins buggé, tout simplement. Et c'est aussi une image, enfin, ça change aussi l'image, ça rend quand même l'entreprise plus moderne d'avoir un device qui respecte les standards du marché et pas une grosse machine lourde à porter. Donc voilà, j'espère répondre à ta question. Parfait. Justement, on a une autre question, c'est le changement était-il ascendant ou descendant ou dans les deux sens en fait? Je sais que tout tu as parlé un petit peu de top-down. Ouais. Est-ce que c'était aussi du bottom-up? Comment est-ce que c'était organisé? Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, oui, c'est les deux. C'est vrai que quand tu viens avec un nouveau projet comme ça, enfin, il est hyper impactant pour bah, une grosse population d'agents. Euh, Au début, c'est vrai qu'ils sont passifs. On leur a pas forcément demandé leur avis et du coup, ils s'attendent pas à ce que toi et ton équipe, vous meniez une conduite du changement. Et en fait, dès qu'on leur explique, bah voilà comment on veut fonctionner, ben en fait, c'est donnant-donnant. Enfin, s'ils adhèrent pas, en fait, bah, on n'arrivera pas à les embarquer. Donc vraiment, pour moi, c'est les deux. Et surtout, attends, j'ai perdu la. Euh, non, désolé, j'ai perdu le tout. Il n'y a Non, pas de souci. voilà, c'est les deux. On construit ensemble. Euh, Il y a Charlotte qui demandait, est-ce que cette prise de température peut être aussi être de l'ordre du travail en fait de l'UX researcher et pas Oui, que du PO? absolument. C'est pour ça que je disais, enfin, nous, j'ai évité de dire le jeu parce que vraiment, c'est un travail d'équipe. Alors moi, à l'époque, j'étais pas PO, mais j'étais en interaction avec le PO. J'étais plutôt conduite du changement, mais en même temps, on faisait le backlog ensemble. Mais il y avait bah, le PO, il y avait quelques devs aussi. On les faisait aussi aller sur le terrain. L'UX était constamment là, l'UX et lui. Euh, et en fait, toute l'équipe, elle a tourné. Toute l'équipe est allée au moins une fois sur le terrain. Et après, bah oui, forcément, l'UX, il ira plus, le PO aussi. Mais c'était important qu'on ait tous, qu'on sache tous ce que c'est les métiers de contrôleur, quoi. Et il y a Raphaël qui, justement, parce que tu parles de métier de contrôleur, mais comment est-ce que tu gères le cas où une fonctionnalité déployée, elle correspond pas aux besoins? Parce que même si tu les intègres au processus de développement de la feature, peut-être que finalement ça correspond pas aux besoins. Du coup, comment est-ce que tu gères ça? Oui, alors du coup, on avait prévu hein, que c'était possible qu'on se plante. Enfin, c'est pas un outil super simple. Enfin, il y a pas mal de règles métiers. Bah, dans ces cas-là, c'est de dire, bah, ok, bah, il faut nous le dire très rapidement et se réunir avec les utilisateurs et enfin, avec avec des référents et se dire, bah voilà, pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce que potentiellement, on s'est planté là, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de très important qu'on n'a pas compris et que potentiellement, on peut se replanter plusieurs fois. Donc, c'est vraiment le plus tôt possible leur dire, bah, dites-nous dès que ça va pas pour qu'on réajuste et justement qu'on se trompe pas après sur d'autres fonctionnalités qui sont tout aussi importantes. Et c'est pour ça on a toujours été transparent en disant on va faire des erreurs et on compte sur vous pour nous le dire. Et c'est pas grave, il ne faut pas le prendre comme un échec et on construit ensemble de toute façon. J'ai une question en fait sur la mesure. Comment est-ce que tu mesures la réussite un bon processus d'onboarding? Parce que tu parles vraiment d'onboarding et c'est une phase super importante. Comment est-ce que tu mesures si cette phase-là est réussie ou pas? Bah, je dirais que ça dépend des objectifs que l'équipe s'est mis au départ. C'est pour ça que, enfin, j'essaie de le rappeler, si on a ces objectifs-là, nous, c'était vraiment le déploiement. Et c'était là, on se disait, bah, si le jour du déploiement, c'est smooth et qu'ils ne voient pas la différence entre un outil et un autre,
bah, en fait, on a réussi. Donc, moi, j'ai pas de réponse universelle ou voilà, de vérité sur ça. Je pense que c'est à l'équipe de se dire, et ça dépend aussi du produit, c'est à l'équipe de se dire, bah, pour moi, tel produit, et bah, c'est ça qu'il faut que je mesure. Et le onboarding, il devra répondre en tout cas à ses objectifs. Il y a Charlotte qui demandait, en fait, comment est-ce que vous avez fait une personne du métier qui soit autant disponible? Parce que une ou plusieurs personnes du métier. Est-ce que c'était du volontariat? Est-ce que c'était un prérequis du projet? Et comment est-ce qu'il contribue au quotidien? Puisque tu disais que tu essayais de l'avoir souvent sur WhatsApp. Comment est-ce qu'il contribue à tout ça? Alors honnêtement, c'est juste, enfin, c'est même pas l'équipe, je crois enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'était l'entreprise qui est des agents détachés, mais qui soient là à plein temps. Donc vraiment, ils étaient plus contrôleurs, ils étaient là à plein temps. Ils sont restés 1 an et demi, 2 ans. Et alors ça, je pourrais pas l'expliquer, et je trouve que c'est vraiment une, enfin, super idée. Et c'est super enrichissant aussi pour l'agent qui est détaché, parce qu'il apprend plein de choses en fait. Il sort de son métier pour découvrir bah, l'envers du décor, c'est la conception d'un produit. Et alors cette dynamique, je sais pas d'où elle vient. J'ai juste eu la chance de la voir et je pourrais pas l'expliquer. Il faudrait que je vois avec les bonnes personnes, mais je pense que c'est à l'entreprise de le porter. Et par contre, si ça peut bah, aider, avec cette présentation, certaines personnes, de dire, bah, de le proposer, ça peut être une bonne idée. On n'y pense pas forcément. Je n'y aurais pas forcément pensé, pas du tout en fait. Je me serais pas dit c'est possible qu'un agent travaille avec nous tout le temps en fait. Donc, bah, pourquoi pas poser la question et ça se trouve, ça marcherait. Et en tout cas, je le recommande. Florian qui demandait est-ce que vous êtes parti vraiment dans une démarche MVP ou MLP pour ce nouveau produit? Est-ce que c'était vraiment pour plaire aux utilisateurs ou est-ce que le minimum syndical aurait fonctionné? Alors du coup là, c'était vraiment deux projets différents. Dans le premier qui était le renouvellement, là on pouvait pas vraiment partir dans un MVP parce que enfin ils n'auraient pas accepté. Il fallait qu'on parte quand même sur une base solide de grosses features. Donc ça a mis plus de temps à sortir, ça a mis des mois, enfin plus d'un an et demi. Et alors du coup sur l'autre produit, on partait de zéro. Et ben là, c'était vraiment en MVP où on sortait presque une fonctionnalité par une fonctionnalité. On en sortait une, on l'a testé, on voyait que ça fonctionnait. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est monté en puissance. Ok, ben justement en fait c'est pour rebondir sur cette question-là. Il y a Audrey qui demandait pour la nouvelle version, donc sur l'existant, en tout cas sur le premier projet, est-ce que vous avez quand même dû avoir un ensemble de features vraiment énormes ou quand même vous avez pu couper un petit peu par rapport aux features existantes qui étaient sur le précédent produit? Bah, on a pu couper, mais honnêtement, partir d'un héritage euh, aussi lourd, sur un métier aussi touchy, parce qu'il y a un gros aspect sécuritaire, c'était difficile de couper. Et juste un exemple, c'est les règles tarifaires. Il y avait plus de, je sais plus, entre 50 et 100 règles tarifaires, et on s'est dit, bah tiens, on va pouvoir bah, couper un peu dans l'art. Et en fait, non, c'est pas si évident. On a pu peut-être en enlever 10, mais non, on n'a pas pu vraiment couper dedans. Mais en fait, ce qu'on a pu changer, c'est dans l'usage et de le simplifier. Et est-ce que vous avez fait donc des ateliers de co-conception avec les agents? Est-ce que vous avez des noms de types d'ateliers que vous avez réalisés ou c'était vraiment plus du feeling? Non, non, ouais, il y avait des ateliers différents. Alors, à chaque besoin, tu construis ton atelier. Alors, des fois, ça peut être, vous prenez 2 bouts de papier et dites-moi bah, qu'est-ce qu'il vous faut comme fonctionnalité, à quel endroit, des choses comme ça. Donc, les faire concevoir. Des fois, ça peut être juste, bah, j'ai toutes ces règles métiers, et bah, qu'est-ce que je peux enlever et qu'est-ce que je peux garder pour un peu simplifier. Et c'est vraiment, on a vraiment une panoplie d'ateliers, de tactiques d'ateliers à utiliser. Et vraiment, ça dépend toujours de l'objectif. En fait, il n'y a pas de vérité sur comment les mener. Ok, je vais te passer 3 dernières questions parce qu'après on va dépasser un petit peu du temps. Charlotte qui te demandait en fait comment est-ce que tu intègres cette démarche de conduite du changement dans un travail de PM, en plus de tout le reste qui est bah, tout ce qu'on connaît du travail de PM habituel. Ouais, bah, bonne question, parce que c'est vrai que là, quand je l'ai présenté, c'était vraiment un travail super lourd et ça peut faire peur. Euh, C'était un gros projet, du coup, forcément, il y avait bah, une équipe produit, une grosse équipe de change, et là, on peut être plus en mode bulldozer.
Après, je comprends que sur un produit où on a vraiment plein de choses à faire, le PM, il n'a pas forcément que ça, que de conduire le changement. Enfin, juste le conseil que je pourrais donner, c'est le parsemer, en fait, ou au moins se rapprocher des utilisateurs. Savoir l'objectif, bah, c'est peut-être que, je sais pas, sur le produit auquel tu penses, Charlotte, ce serait de déployer un outil. Et ben en fait, qu'est-ce que je peux faire comme différentes étapes et les alléger, en fait, pour pas que ça prenne trop de temps non plus. Et en fait, surtout, c'est les construire avec les agents parce que bah, peut-être que le PM, il a pas le temps et l'agent non plus. Enfin, l'agent, quand je dis agent, c'est l'utilisateur, pardon. Et le construire avec lui. Euh, Quand je dis conduite du changement, ça peut être tout simplement aussi aller vers l'utilisateur, en fait. Il n'y a pas besoin de forcément de faire une énorme stratégie. Ça peut être déjà juste un premier pas, c'est d'aller sur le terrain, en fait, et de parler et discuter et de faire partager, de concevoir avec lui le produit, quoi. D'accord. Théo qui te demande justement comment est-ce que tu fais accepter un changement, en tout cas est-ce que tu as des astuces pour faire accepter un changement né d'un besoin stratégique de ton entreprise et pas vraiment d'un besoin utilisateur. Ça, c'est dur. Est-ce que tu as des petites astuces? C'est pas comment le faire parce que ça va être un peu compliqué, mais est-ce que tu as des petites astuces pour faire accepter ça? Bah, si l'entreprise le fait, c'est qu'il doit quand même avoir des bonnes raisons. Et, alors, le meilleur moyen, c'est de plutôt essayer de voir bah, en quoi les bonnes, même si ça n'est pas d'un besoin, bah, en quoi ça peut influer positivement sur eux, en fait. Et alors là-dessus, ça pourrait être, je sais pas, de leur en parler, voir comment c'est reçu, et justement après de jouer en fait sur les impressions et voilà, et d'essayer de les faire changer d'avis. Je t'avouerai que ça doit être un sujet. Ouais. Je vais te poser la dernière question, du coup, pour pas qu'on dépasse le temps. Le changement est-il dépendant de l'âge des utilisateurs? Est-ce qu'un jeune serait moins réfractaire ou pas forcément par rapport à tes expériences? Bah, merci pour cette question, elle est super intéressante parce qu'on se l'est posée. Bah, sur 1200 agents, on a de tout. On a des agents qui sont quasi à la retraite, on a des agents qui viennent d'arriver. Et en fait, bah, il y a une diversité folle en fait. Et on s'est rendu. Au début, on pensait que c'est les digital natifs, quand on les appelait, qui allaient être le plus enclin à soutenir. Et en fait, pas forcément. Hein. Il y a il y en a qui, je sais pas, qui sont proches de la retraite, mais en fait, ils aiment bien les nouveaux projets. Et ils voient aussi qu'il peut avoir un intérêt de changer d'outil et qu'il a l'air bien. Et il participe justement parce qu'il veut pas être mis de côté. Et il sait parler aussi à ses collègues. Donc en fait, en tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est que l'âge, il a influé pas forcément. Pas forcément du tout. Et que le jeune aussi, il peut avoir peur, hein, parce que bah, tout le monde a peur du changement, peu importe l'âge, en fait. Merci Jessica pour toutes ces réponses. Désolé de ne pas pouvoir poser toutes les questions parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps. Merci encore Jessica pour toute cette présentation qui était claire. J'espère qu'elle vous a plu à tout le monde. Pour les prochains webinars, je vais juste en parler. Donc, on a lieu tous les vendredis à 12h30. Donc, le prochain sera fait par un de nos PM qui s'appelle Adrien Delière sur le PM en startup, comment faire de l'UX Research avec zéro moyen. Merci à tous d'avoir participé pendant toute cette présentation. Merci encore à toi Jessica, merci infiniment pour cette présentation qui a été très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur le LinkedIn de Weevoo, donc sur la page produit, ou sur meetup.com. On est présent sur les deux plateformes et on vous dit à la prochaine fois, donc à la semaine prochaine, vendredi 12h30 pour Adrien Delière. Merci beaucoup, merci Jessica. Au revoir à tout le monde, merci encore.